Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien que nous enregistrons donc en marge de la conférence des donateurs pour le développement du Mali, conférence qui se tient ici à Bruxelles. Nous recevons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Tchiman Koulibaly. Monsieur le ministre, merci d'accepter de répondre à nos questions. La communauté internationale donc qui est mobilisée aujourd'hui en faveur du Mali, est-ce que la mobilisation de Bruxelles répond vraiment à vos attentes? Bien sûr, elle répond à nos attentes. La communauté internationale a répondu à l'invitation du président de la Commission, José Manuel Barroso, du président français François Hollande, du président du Mali, son Excellence Dioncounda Traoré. Et nous avons une délégation très nombreuse, une bonne représentation de la communauté internationale. De ce point de vue, nous sommes satisfaits, oui. Alors, qu'est-ce que le Mali attend de la rencontre de Bruxelles en termes de financement et à l'évolution au stade où nous sommes, est-ce que les choses vont dans le sens que vous souhaitez? Oui, le rythme est bon. Nous sommes venus présenter le plan de relance économique durable qui est supposé nous conduire jusqu'en fin 2014 et qui est supposé aussi nous permettre d'amorcer et de réaliser le relèvement économique que nous cherchons consécutivement à la crise que le Mali a vécue. Donc ce plan, les montants ont été annoncés et ce qu'on souhaiterait lever comme contribution ici à Bruxelles, c'est autour de 2 milliards d'euros. Et au rythme où ça va, nous pensons que nous pourrons atteindre nos objectifs d'ici la fin de la journée. 2 milliards d'euros, pour quoi faire concrètement? C'est de l'urgence ou pour développer durablement? Il y a les aspects urgents et il y a aussi les aspects, comme je vous ai dit, d'amorce du relèvement économique. Donc ça concerne tous les secteurs. Il y a 12 points qui seront longs à citer, mais ce document est disponible, y compris sur Internet. Donc ces 12 points sont des priorités que le gouvernement a identifiées et ces priorités ont été partagées par la communauté internationale, notamment des bailleurs multilatéraux comme la Banque mondiale, le FMI, la Banque européenne d'investissement et d'autres bilatéraux qui ont travaillé avec nous pendant tout ce processus-là. Et il s'agit de permettre à ce que plus de cohésion politique et sociale soit obtenue pour le Mali. Parce que vous savez que la crise sécuritaire et la crise institutionnelle, les difficultés de gouvernance ont aussi un lien avec le mal développement. Donc nous estimons que le trafic de drogue et l'extrémisme prospèrent dans des environnements où l'économie est faible, où aussi les États sont structurellement faibles, où les États peinent à donner une réponse aux différentes demandes. Donc, il est nécessaire d'avoir assez de moyens que nous considérons, nous, comme des capitaux à injecter pour que cela puisse produire du bien-être et éviter que nos populations, au Mali, à côté du Mali et dans l'ensemble de la bande sahélo-saharienne, éviter que ces populations soient exposées à l'économie criminelle et à cette criminalisation croissante que nous constatons dans cette région du monde. Alors, les fonds que vos partenaires annoncent, est-ce qu'il faut comprendre que c'est des fonds qui seront mobilisables immédiatement? C'est ce que nous souhaitons. Il faut que non seulement les fonds soient mobilisables immédiatement, il faut que les procédures de décaissement ne soient pas lourdes pour que nous puissions aller vite. Parce que c'est 2013 et 2014. Bon, 2013, nous sommes déjà mi-mai, donc il faut des procédures légères, évidemment avec des principes de transparence et d'efficacité de l'utilisation de ces fonds-là. L'engagement du gouvernement du Mali, c'est que nous travaillerons en toute transparence et nous ferons en sorte que cette manne financière qui va être mise à la disposition du Mali pour l'économie, le social, les infrastructures, ne soit pas exposée à des pratiques criminelles et ne soit pas exposée à des mauvaises pratiques de gestion et ne soit pas exposée à la corruption. C'est ça notre engagement. Oui, nous reparlerons donc de tous ces aspects, mais je voudrais savoir, pour revenir à l'intitulé conférence des donateurs, est-ce que les sous que vous recevez, l'argent que vous recevez ici, c'est vraiment des dons? Ce n'est pas des prêts, c'est des dons? Oui, c'est des contributions
en forme de dons. Ce ne sont pas des prêts. Nous ne parlons pas de... Vous n'êtes pas obligé de payer après? Non, nous ne sommes pas dans des processus de prêts, non. Pour revenir donc aux questions liées à la transparence, on sait que vos partenaires insistent beaucoup sur la lutte contre la corruption. On sait qu'il existe des mécanismes sur place qui ont peut-être montré déjà leurs limites. Qu'est-ce que vous entendez faire de nouveau dans ce cadre pour répondre à l'appel ou à l'exigence, disons, de vos partenaires? Mais écoutez, je ne sais pas ce qui a atteint ses limites. Moi, ce que je sais, que la crise actuelle au Mali est le résultat d'une gestion politique, économique, administrative. C'est parce que ça n'a pas bien marché que nous nous sommes retrouvés là où nous sommes, y compris sur le plan militaire. Nous pensons que nos politiques publiques doivent être plus pertinentes. Nous pensons que l'application de ces politiques publiques doit échapper à la mauvaise pratique que nous connaissons dans notre pays et dans les autres pays. Aujourd'hui, l'aide qui nous arrive est l'expression de la solidarité internationale. Ce sont les contribuables de ces pays-là nantis qui sont convaincus que la solidarité peut être une solution au désespoir et au sous-développement à travers le monde. Et la moindre des choses que les pays qui reçoivent les aides, dont le Mali, la moindre des choses que nous pourrions faire, c'est de montrer du respect à cette aide. Et montrer du respect à cette aide, c'est la gérer avec efficacité et honnêteté. Donc, ce gouvernement-là de transition s'engage à ce que tout ce qui va être donné comme contribution pour nous aider à stabiliser le Mali sera géré avec transparence, en associant nos partenaires, mais aussi à notre propre niveau. Nous ferons tout pour que les meilleures pratiques de gestion et d'utilisation soient de mise. On n'occultera pas le fait quand même que la corruption est une réalité. Alors, on parle par exemple d'une nouvelle loi anticorruption. Est-ce qu'elle est à l'ordre du jour? C'est parce que la corruption est une réalité que je vous dis ce que je suis en train de vous dire. Ce que nous souhaitons, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivions à lutter contre cette corruption progressivement pour l'éradiquer. Vous n'allez pas réaliser un espace à 100% exempt de corruption, mais nous devons faire en sorte que les meilleures pratiques de gestion des fonds publics et en termes de mise en œuvre de politiques publiques pertinentes, que les meilleures pratiques prévalent. Et ça doit être un engagement, ça l'est de la part du gouvernement. Toute l'administration de notre pays doit s'engager dans ça et toute la population doit y veiller parce que c'est le prix de notre sécurité et de la sauvegarde de notre pays. Parmi les conditions ou les souhaits de vos partenaires, il y a l'organisation rapide des élections pour que la transition soit la plus courte possible. Vous parlez au Mali d'organisation des élections au mois de juillet. Beaucoup vous taxent d'être des partisans de la méthode Coué parce que vous espérez qu'en répétant tous les jours, il y aura des élections en juillet. Qu'est-ce que vous répondez? Non, mais oui, nous avons entendu ça, qu'il s'agit de la méthode Coué, mais non, pas du tout. Vous savez, on a défini des objectifs, mais il faut quand même faire la promotion de ces objectifs-là pour que tous les acteurs qui sont concernés puissent se mettre dans le rythme. Et vous savez, on avance bien. Et nous pensons que l'objectif d'organiser l'élection présidentielle au mois de juillet peut être tenu. Et c'est pour ça que nous nous battons. Bon, la presse veut coûte que coûte nous faire des déclarations quant à l'impossibilité ou aux difficultés. Mais enfin, il y a des difficultés. Qui sont réelles, elles sont connues, les difficultés. Oui. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont connues que nous n'allons pas tout faire pour les surmonter. Et c'est ça que nous essayons de faire. L'opinion devrait plutôt nous encourager à pouvoir tenir ces délais-là. Et comme nous l'avons dit, s'il y a des difficultés insurmontables, mais ma foi, elles seront évaluées par les Maliens et par tous nos partenaires et nous prendrons des décisions. Mais pour l'instant, nous sommes, passez-moi l'expression, nous sommes scotchés sur les délais qui ont été définis, à savoir organiser l'élection présidentielle avant la fin du mois de juillet. L'opinion, a priori, ne doute pas de votre bonne foi, mais l'opinion est peut-être beaucoup plus réaliste que vous. Ça, c'est un jugement de valeur que vous portez. L'opinion est certainement très vigilante, c'est très bien. L'opinion est certainement très intelligente, c'est très bien. Mais le gouvernement doit être persévérant.
Il y a aussi la question du dialogue politique sur laquelle vos partenaires insistent beaucoup, le dialogue notamment avec les Touaregs. Le dialogue donc avec les Touaregs, tout ceci doit être bouclé avant les élections. Comment est-ce que vous voyez la chose? Pourquoi vous dites le dialogue avec les Touaregs? Parce que c'est eux qui ont les armes. Vous parlez du MNLA? Oui, mais bien sûr. Mais le MNLA, ce n'est pas les Touaregs. Le MNLA, ce n'est pas les Touaregs. Le MNLA, il y a du tout dans le MNLA. Le MNLA ne représente pas les Touaregs. Il n'y a pas de dialogue avec les Touaregs. Et ceux qui ne sont pas la grande majorité, mais la très grande majorité, l'écrasante majorité des Touaregs qui ne sont pas dans ces actes de rébellion ne sont pas concernés par cette affaire. Je pense que nous allons engager ce dialogue-là. Nous l'avons commencé depuis le mois de décembre. Et vous aurez remarqué, j'ai rendu visite au président Alassane Ouattara, qui est le président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, et que je suis allé rendre visite au président Blaise Compaoré, qui est le médiateur de la CEDEAO, après l'adoption de la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous estimons que la mission de stabilisation des Nations Unies doit se déployer sur l'ensemble du territoire. Nous estimons qu'il n'est pas possible d'organiser des élections tant que nous n'avons pas déployé l'administration et l'armée, la police, la gendarmerie, les services de santé, les services d'état civil sur l'ensemble du territoire. À partir de nous aller à ce que les groupes armés puissent accepter de se désarmer et de participer au processus politique qui a été lancé. C'est sur ça que nous travaillons. Et pour le moment, c'est au point mort, notamment avec le MNLA que vous avez évoqué. Non, ce n'est pas au point mort. Nous travaillons beaucoup. Même juste avant de vous parler, nous étions encore en train de travailler à ça. C'est un processus qui va à son rythme, mais je pense que nous obtiendrons satisfaction. De toute façon, c'est la condition pour que nous puissions organiser les élections sur l'ensemble du territoire. Je ne pense pas que les groupes armés puissent prendre le risque, l'énorme risque devant l'histoire, et partant de là, s'exposer à la condamnation de la communauté internationale et s'exposer à autre chose. Prendre le risque d'empêcher le déploiement de l'administration et l'organisation des élections sur l'ensemble du territoire. Vous savez, je viens de Djeddah où nous avons réuni le groupe de contact de l'OCI. Et le communiqué final a été très clair et très explicite en appelant spécifiquement le MNLA à déposer les armes pour participer au dialogue. Aujourd'hui, cette situation n'est plus tenable pour qui que ce soit. L'opinion internationale a bien compris que nous devons aller vers autre chose, et je profite de votre antenne pour rappeler encore une fois ces compatriotes qui, à mon avis, sont sur un mauvais chemin, pour qu'ils reviennent dans le droit chemin et que nous puissions avoir un débat national. Il n'y a pas de place pour des groupes armés sur le territoire du Mali. Il faut arrêter ça. Mais il y a une place pour eux dans le débat national. Mais bien sûr, ce sont des Maliens. Qui serions-nous pour interdire à des Maliens de participer au débat national? Qui serions-nous? Il y a une place pour tous les Maliens dans le débat national. Mais il n'y a pas de place pour deux armées au Mali. Il n'y a pas de place pour des forces de partition au Mali. Tout le monde a rejeté ça, donc il faut arrêter. Alors bientôt, l'AMISMA qui intervient au Mali sous mandat onusien sera donc remplacé par une force des Nations Unies. Comment est-ce que vous voyez le travail de cette force des Nations Unies au Mali? Les casques bleus. La MINUSMA? La MINUSMA, oui. La MINUSMA va être déployée en principe à partir du 1er juillet. C'est ce que prescrit la résolution 2100. Et l'objectif, c'est d'abord de protéger les populations civiles. L'objectif, c'est de permettre le déploiement de l'administration sur l'ensemble du territoire. C'est de permettre la reconstruction des services aux populations, reconstruire les infrastructures qui ont été détruites par les terroristes et permettre l'organisation sereine et efficace des élections sur l'ensemble du territoire. Donc nous accueillons ça avec beaucoup d'espoir. Nous avons travaillé à ça avec nos partenaires, avec la France, l'Union européenne, la CEDEAO, l'OCI, les Nations Unies. Tout le monde a participé à ce processus-là. Il y aura à peu près 12 000 hommes déployés sur le territoire pour un mandat d'1 an. Et nous pensons que cela peut nous permettre d'organiser les élections et de revenir à une situation normalisée. Une partie de vos compatriotes a craint un moment que ce ne soit une force d'interposition entre l'armée régulière quelque part, les Touaregs. Qu'est-ce que vous répondez? Non, ce n'est pas une force d'interposition. C'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies qu'un tel mandat est défini dans une résolution. Car la force de stabilisation
aura la faculté de répondre à toute attaque ou toute menace identifiée. Et cette résolution autorise aussi le gouvernement malien et ses partenaires bilatéraux, notamment la France, à garder sur le terrain 1 millier d'hommes afin de continuer à traquer et à détruire les forces terroristes. Ça ne s'est jamais fait. Et les Maliens devraient continuer à faire confiance à la communauté internationale, comme nous l'avons fait. Et je crois que jusqu'à présent, cette confiance-là a été honorée par la communauté internationale. Et c'est ça que nous devons continuer à faire. Cette force n'est pas une force d'interposition, s'interposer entre qui et qui. Non, c'est une force de stabilisation pour éviter que les populations civiles continuent à être exposées au risque des confrontations armées. Et c'est une bonne chose. Vous avez parlé de confiance. Il y a beaucoup qui soupçonnent aujourd'hui la France de flirter un peu, pour parler comme ça, avec le MNLA. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une mauvaise lecture des choses. Qu'est-ce qui fait que les islamistes sont alors partis et le MNLA continue de parader en armes? Vous parlez des terroristes. Ce ne sont pas des islamistes, ce sont des terroristes. On parle de la même chose, monsieur le ministre. Voilà. Mais c'est important de préciser, ce sont des terroristes. Oui. Et ils sont partis, le MNLA reste en armes. Ils ne sont pas partis, on les a combattus. On les a détruits. Aujourd'hui, le MNLA compte dans ses rangs des Maliens. Nous ne voulons pas qu'il y ait une confrontation armée entre Maliens. Nous ne souhaitons pas que l'armée malienne aille tirer sur des Maliens, aille tuer des Maliens, pour parler clairement. C'est pour ça que nous appelons le MNLA fortement, vigoureusement et instamment à accepter de déposer les armes. Le ministre des Affaires étrangères de la France, Laurent Fabius, a bien dit, quand il est passé à Bamako, qu'il n'y a pas de place pour deux armées dans un pays. Le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, qui est venu lui aussi, a tenu le même discours. Comment pouvez-vous imaginer que ce gouvernement ami soit complice ou flirte, comme vous dites, entre guillemets, avec le MNLA? Non, au contraire. Mais nous voulons éviter que des vies humaines maliennes soient perdues. Et le MNLA ferait bien d'écouter cet appel-là que nous lui lançons, que moi-même personnellement je n'arrête pas de lui lancer, pour rendre les armes, éviter que nous allions dans une confrontation que nous ne souhaitons pas. Et de toute façon, l'aventure séparatiste n'a pas d'avenir. Elle n'a pas d'avenir, elle n'aura jamais d'avenir. Ce qui a de l'avenir, c'est l'intégration. Ce qui a de l'avenir, c'est le développement équilibré de notre pays. Ce qui a de l'avenir, c'est conforter l'unité nationale dans la diversité du Mali. Et le Mali a commencé sa construction nationale depuis plus d'un millénaire. Les traces de nation dans cette partie de l'Afrique datent du 4e siècle après Jésus-Christ. Donc tout le monde connaît l'Empire du Ghana. Et notre nation est une réalité. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'un groupuscule va mettre ça en cause. Donc ça n'a pas d'avenir. Plus d'un an de crise, est-ce qu'à l'étape où nous sommes, vous voyez le bout du tunnel? Oui, moi je suis plein d'espoir. Je suis plein d'espoir pour l'avenir du Mali. Je suis plein d'espoir par rapport à tout ce que nous faisons avec la communauté internationale. Comme je vous ai dit, nous avons fait confiance à la communauté internationale depuis le début de cette crise. Et je crois que nous avons eu raison pour cela. Les résultats sont là. Il y a une unanimité autour de l'intérêt du Mali, autour des espoirs que le Mali porte, une unanimité autour de l'importance de ce pays au cœur de l'Afrique occidentale, qui est un test par rapport à l'ensemble de la région du Sahel, qui, comme vous le savez, cette région est soumise à des dynamiques dangereuses, caractérisées par une faiblesse des États, des luttes de pouvoir internes, une militarisation, une criminalisation de l'économie. Et donc, ce qui se passe au Mali sera certainement structurant pour l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Donc, moi, je suis confiant. Je pense que nous allons nous en sortir. Il reste aux Maliens, le moment venu, de désigner les responsables qu'ils souhaitent pour leur pays et que ces responsables-là se montrent dignes de toute la solidarité et de toute la confiance qui va être placée en eux. Et au-delà du Mali, beaucoup de participants à la conférence ici ont insisté sur la dimension sous-régionale de la gestion de la crise. Le Sahel, l'avenir du Sahel, vous le voyez comment? C'est ce que je vous disais. Une violence endémique depuis plusieurs années. Et ça procède de facteurs actuels structurants, mais aussi
d'imbrication de ces facteurs-là avec un passé trouble et, comme je vous ai dit tantôt, une criminalisation croissante de l'économie qui entraîne une criminalisation financière qui, elle aussi, engendre, en tout cas à certains moments et dans certains pays, une criminalisation politique. Il faut trouver une perspective à cela. Il faut que les populations de ces pays-là aient une perspective différente, qu'on remplace l'économie criminelle par des pratiques économiques plus saines et plus régulières, et qu'on fasse en sorte que les populations ne soient pas soumises aux affres de ne prospèrent que là où il y a de l'ignorance. Il faut que nous ayons des politiques d'éducation pertinentes, que nous puissions installer des économies performantes dans ces pays-là, en lien avec les atouts de ces zones-là. Et Dieu sait qu'il y en a. Et donc c'est tout ce travail qu'il va falloir faire de manière collégiale et collective. Les pays du Sahel, l'Union africaine, la communauté internationale, parce que si le Sahel n'est pas stabilisé, à mon avis, c'est la paix et la sécurité mondiale qui vont en souffrir. Et je crois qu'il y a des leçons à tirer de ce qui s'est passé au Mali. Et je pense aussi que le Mali pourra, le moment venu, participer à ce débat international et sa contribution, comme ça a toujours été le cas, afin de préserver la paix et la sécurité de son voisinage et au-delà, la paix et la sécurité mondiale. Bruxelles est un bon départ pour cela aussi? Ah oui, Bruxelles a permis aujourd'hui, comme vous voyez, de sublimer tout ce que nous avons fait depuis quelques mois. Donc c'est un bon départ, oui. Monsieur le ministre, merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre entretien. En attendant, nous souhaitons de passer de bons moments de télévision en notre compagnie.